Donc aujourd'hui, on vous propose d'écouter Michel Godet. Michel est professeur. Il est également membre de l'Académie des technologies et créateur du Cercle des entrepreneurs du futur. Alors certains vont dire qu'il est provocateur, ou d'autres vont dire que finalement il réveille un peu le bon sens qu'on a en nous et qu'on a peut-être laissé un peu endormi. Dans tous les cas, il est vraiment à l'écoute des bonnes nouvelles, des territoires et des entreprises, et ça nous paraissait intéressant de le partager avec vous aujourd'hui. Et il a vraiment une notion de c'est quoi entreprendre en 2014. Et ça nous va bien au niveau du club des entrepreneurs d'avoir cette vision large de l'entrepreneuriat. Michel Godet, je vous invite à me rejoindre. Bon, je dois avouer que depuis que je suis arrivé hier soir, je me suis rendu compte qu'il fallait que je refasse complètement ma présentation, parce que ce que je pouvais dire n'était pas ce qu'il fallait dire. Alors j'ai essayé de me rattraper hier soir, et l'accueil était fantastique, et puis j'ai trouvé que ce matin, ça porte l'espoir, ces jeunes qui parlent déjà de cuisine, car la cuisine c'est un voyage, c'est un lien, et je suis tellement bon en cuisine que je ne la fais plus. Puisque ma femme est bien meilleure que moi, elle est ici d'ailleurs. Elle me dit de toute façon, tu en laisses partout, parce qu'il y a la cuisine et il y a l'après-cuisine, comme vous savez. Et parfois c'est oublié. Alors, pareil qu'il y a une zapette. Donc elle a dit, mon métier c'est la prospective. Alors je vais commencer par introduire de quoi s'agit-il. Donc on pourrait se méprendre. Il ne faut pas que je me trompe en revanche sur les zapettes là. Voilà. J'ai prévu un certain nombre de points à évoquer. L'avenir à construire. Parler un petit peu de l'alimentation de demain, mais finalement ça c'était un peu technocratique. Et technologique, et donc j'ai un peu réduit. Et puis en revanche, j'ai laissé sur ce que j'avais envie de dire sur l'alimentation, avec qui a des biens porteurs de liens, et naturellement aussi illustrer cela par quelques bonnes nouvelles, parce que mon métier, elle l'a évoqué, c'est aussi d'organiser, d'être créateur et animateur du cercle des entrepreneurs du futur, et on fait remonter des territoires tous les 2 ans, en gros, des bonnes nouvelles extraordinaires, et je vais en apporter 3 qui concernent directement et indirectement l'alimentation. Celle du piment d'Espelette, qui a complètement transformé non seulement notre vie, mais leur vie dans le Pays Basque. Et puis il y a aussi le cas du porc basque, vous avez ça en avant-première, parce que c'est un des prix de cette année qui ne sera révélé que le 3 décembre, donc ne le répétez pas. Mais il y a notre ami Arnaud Daguin qui est dans les parages. Il est là, ou est-ce qu'il est, Arnaud? Ah, il a fait l'école buissonnière, c'est pas bien. Je le vois pas. Bon. Enfin, qu'il connaît ça encore mieux que moi. Et puis je vous évoquerai aussi le cas des saucisses de poisson, des merguez de la mer au goût créole, des sushis de la Réunion, dans un pays qui était tourné contre la mer, et je trouve que c'est intéressant. Puis je dirai quelques mots sur le cercle des entrepreneurs. Alors, d'abord la prospective, le premier point. L'avenir, ça a été dit tout à l'heure dans un proverbe. Alors j'ai vu d'ailleurs, je dis ça au passage, il faut faire attention quand même, parce que c'est pas parce qu'on ne connaît pas l'auteur d'une citation qu'on marque proverbe indien ou proverbe africain. Tant qu'à faire, on dit on ne sait pas, quoi. Au moins c'est plus franc. Et on ne sait plus où. Notamment la phrase qui est des proverbes indiens, je crois, la terre n'est pas un héritage de nos ancêtres, mais un emprunt à nos descendants. C'est Antoine de Saint-Exupéry, mais il a repris d'un proverbe. Oui, voilà. Bon, alors ça peut être Antoine de Saint-Exupéry, mais c'est aussi d'autres. En tout cas, sur le plan international, c'est pas nécessairement attribué à lui. Mais bon. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut se rappeler que la prospective n'est pas là pour dire voilà ce qui va se passer. Elle est là pour éclairer l'action et finalement pour anticiper les problèmes afin de les éviter. La bonne prévision n'est pas celle qui se réalise, mais celle qui conduit à l'action pour empêcher qu'elle se réalise. Et quand on a finalement annoncé l'iceberg, eh bien c'est bien pour l'éviter. Donc je crois que c'est très important de le rappeler. Puis cette belle phrase de Sénèque, alors cette fois-ci c'est sûr que c'est bien lui, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Et un des problèmes de nos sociétés modernes, c'est que naturellement on ne sait plus du tout où on va. Et on a fait une accumulation de biens qui est de moins en moins porteuse de liens. Et nos dirigeants, au lieu de le reconnaître, cherchent à faire semblant de dire on cherche le cap, on cherche le sens, mais en fait, ils cherchent d'abord à se servir eux-mêmes au lieu de servir le futur et l'intérêt général. 3 attitudes face à l'avenir qu'il faut bien distinguer, parce que c'est les 3 en même temps qu'il faut avoir. Il faut être à la fois réactif parce qu'il y a des urgences, à tout moment.
Donc ça, c'est le côté pompier, si vous voulez. Quand il y a le feu, il faut l'éteindre. Il ne faut jamais oublier d'ailleurs qu'une fois que le feu est éteint, ce qui coûte cher, c'est le dégât des eaux. Donc de ce point de vue-là, on a eu avec Sarkozy, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'était un bon manager de crise, mais on a 500 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Bon, donc il y a un peu moins de feu maintenant, donc on va faire que 2 à 300 milliards supplémentaires. Enfin, on voit bien que ça ne peut pas durer. C'est pas durable. Le développement durable, c'est celui du présent qui se fait pas au détriment des générations futures. Quand on prend dans la poche de nos enfants pour maintenir notre train de vie actuel, il y a quelque chose d'irresponsable. Préactivité, agir pour se préparer au changement attendu. On sait qu'il y a un vieillissement de l'Europe, voire un suicide démographique de l'Italie, c'est pas si loin, 1,4 enfants par femme. Mais qu'est-ce qu'on fait? Rien. On attend d'être au pied du mur. C'est ainsi que les Japonais, qui sont en avance sur nous sur ce plan-là, vont perdre 30 millions d'habitants. Leur nombre va diminuer d'ici à 2050. Mais on fait rien. On parle des 30 000 morts de Fukushima, mais on ne parle pas des 30 millions qui vont disparaître. La proactivité, c'est agir pour provoquer les changements souhaités. Donc c'est agir en fonction d'un projet, d'un but. Et là, c'est très important, plus on est dans un monde de turbulence, plus on est dans un monde de refus de voir les choses qui sont annoncées, plus il faut avoir un projet pour s'en sortir. Et quand vous avez, c'est toujours ce que je dis aux entreprises, quand vous avez un contrôle fiscal, vous posez des questions. Pendant qu'ils réfléchissent à vos questions, peut-être qu'ils oublieront de poser les leurs. 5 questions face à l'avenir, 5 questions fondamentales, le qui suis-je et le comment faire, les deux que j'ai soulignés. Parce que les autres, c'est finalement le que peut-il advenir, c'est une question qui restera sans réponse, on ne saura qu'après, puisque l'avenir est à construire. Et donc vous avez la première question que je vais illustrer. Voilà. Il faut bien partir de soi, pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Vous avez Bayrou avant et après les présidentielles. Et puis nos élites ont un travail à faire sur leur qui suis-je. Celle qui du côté de Bercy, je fais concurrence au dessinateur là. Mais il est gentil, on a fait un pacte. Il va se venger après. Voilà. Qui regarde la France à la jumelle, c'est un des problèmes qu'on a aujourd'hui. Et qui a appris l'économie dans les livres, c'est comme le gars qui ferait de la cuisine en ayant juste lu des recettes sur le papier. Rien ne remplace l'expérience, l'apprentissage et la transmission de savoir-faire. Ce que vous avez compris aussi, c'est que, et c'est ce que j'ai appris de plus en plus, c'est qu'il faut savoir transformer ses faiblesses en forces. La connaissance de nos forces les augmente, la connaissance de nos faiblesses les réduit. Partir de soi. Et même, je vais plus loin, dans le livre que vous avez l'histoire de Bachir Kéroumi, un aveugle, qui a fait une thèse avec moi au CNAM sur le handicap, une différence à positiver. Le handicap, je répète, une différence à positiver. Et il vous explique que lorsqu'il a montré que lorsque vous mettez un aveugle dans un service, ça augmente la productivité du service. À une condition suspensive, c'est que l'aveugle soit mis en place par les managers et pas par les travailleurs sociaux. Parce que les travailleurs sociaux, ils vivent de son handicap, donc ils n'ont pas intérêt à ce que son handicap disparaisse. Pas lui, c'est pas moi qui dis ça, c'est lui. Vous avez la même histoire dans l'autre livre que j'ai sorti, qu'a préfacé Michel Recard, c'est La France des bonnes nouvelles, avec Websourd, du côté de Toulouse, où Airbus utilise les sourds parce que le langage des signes est plus rapide et plus efficace pour certains problèmes que le langage normal. Donc il y en a même qui apprennent le langage des signes. Et ce qui est assez amusant, c'est que le président de Websourd n'était pas sourd, mais à force de parler le langage des signes, il a fini par devenir sourd. Là, il y a quelque chose qui m'échappe. Mais bon. Oui, parce que c'est très intéressant, c'est une forme d'osmose, en quelque sorte. Donc, c'est très important, c'est ce que je viens de dire sur Bachir Kéroumi. Et puis, donc, que puis-je faire là où je me trouve? C'est la question qu'on doit tous se poser. Arrêtons de nous lamenter. Aide-toi si elle t'aidera, qu'est-ce que je peux faire? Et si chacun d'entre nous bouge là où il se trouve, c'est l'ensemble de la société qui bougera. Voilà les conclusions importantes auxquelles je suis parvenu et qui expliquent beaucoup de différences et de toutes les bonnes nouvelles, tous les hommes et les femmes que j'évoquerai tout à l'heure qui ont fait des miracles. Mais en fait, ça a duré sur le temps d'une génération et souvent ils partaient d'une situation de handicap. Et au lieu de baisser les bras, ils ont retroussé les manches. Donc c'est aussi dans le mental. Ce qui est clair, c'est quand on a un projet, quel qu'il soit, il faut l'union. L'union fait la force et la faiblesse provient des divisions. Donc il faut être capable de susciter l'adhésion et l'enthousiasme autour d'un projet. Et l'intérêt du projet, c'est moins d'y parvenir que d'y aller tous ensemble. C'est le chemin qui y conduit. C'est très important. Le chemin est le but, comme on dit. Alors sur l'alimentation de demain, d'abord il faut se placer dans le contexte. On a un monde nouveau qui se prépare, il faudra tout changer.
On est à l'aube d'une troisième vague d'innovation comparable à la Renaissance et à la Belle Époque. Il y a une différence, c'est que cette fois-ci, on n'est plus dans le coup. Et ça vous fait rire, mais c'est pas si drôle que ça. Parce que c'est darwinien, le monde. Dans un monde qui change, si on refuse de changer, on disparaît. Et donc il y a des crises aujourd'hui, parce que face aux mutations, on veut rien changer à nos habitudes et à nos comportements. Il faut se remettre en cause, naturellement. Il ne faut pas subir ces mutations. Il faut naturellement essayer de les maîtriser et voire même de les provoquer. Et donc il faut faire place à l'innovation, à être plus efficace. Par exemple, en matière de services publics, il est bien évident qu'il faut faire plus et mieux en dépensant moins, comme font certains d'autres pays. Faire du benchmark, comme on dit, s'adosser aux meilleures pratiques. Et puis ça passe tout cela par la formation des hommes. Et là, de ce point de vue-là, on recule. Mais c'est une autre affaire. Alors je vais commencer par des bonnes nouvelles. Globalement, pour ce contexte de futur, il y en a 7, je ne sais pas toutes les développer, mais je voudrais rappeler que le monde, vous en rendez peut-être pas compte, mais moi j'avais 20 ans en 1968, le monde à l'époque était très anxiogène. Et les cartes de l'OTAN montraient qu'on passait au rouge de l'Allemagne de l'Est jusqu'au Pacifique, qu'on avait l'Espagne de Franco, le Portugal de Salazar, et on était à peine sorti de la Grèce des colonels, et partout en Amérique latine, c'était des dictatures. Aujourd'hui, le camp des démocraties a formidablement augmenté, et les questions sont vues autrement. Et réjouissons-nous, des centaines de millions de Chinois sont sortis de la misère, et ça nous pose maintenant des problèmes d'une autre nature, hein, et aussi globalement sur le plan environnemental. Mais néanmoins, je me souviens de ce que me disait mon grand-père qui avait fait la guerre de 14. Il me disait déjà à l'époque, votre problème c'est que vous manquez de rien. S'il revenait aujourd'hui, il dirait, vous pleurez la bouche pleine. Car on a 44 ans d'espérance de vie en plus pour vivre. On a 5 ans depuis 1980 en plus, et on a encore 4 ans à espérer d'ici à 2030. Ça vaut le coup d'attendre. Donc arrêtons de pleurer. Moi, mes enfants me prennent comme un homme des cavernes quand je leur dis que quand j'étais gamin, je ne me lavais pas, je me débarbouillais, parce qu'il n'y avait qu'un point d'eau froide à la maison. Ils pensent que c'est pas vrai. Ils n'imaginent pas. Ça les rend plus fragiles d'ailleurs, parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans eau chaude. Le niveau de vie, on se plaint tous de la crise. On a 50% en France en plus pour vivre par habitant qu'en 1980. On est plus malheureux. Et vous savez pourquoi on est malheureux? Parce qu'au lieu d'être content de ce qu'on a, on est frustré de ce qu'on n'a pas. Quand mon voisin s'achète une grosse voiture, mon niveau de vie baisse. Et c'est ça le problème. On est passé d'une société d'envie et de frustration. Donc on a un travail à faire sur nous-mêmes, à savoir être content de ce qu'on a. Surtout qu'en plus, quand on a plus, on se rend compte que les gens ne sont pas heureux. Ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des séminaires pour les riches tristes. Il n'y a rien de plus triste qu'un riche. Parce qu'un pauvre, il fait espérer devenir riche. Mais un riche qui était pauvre et qui est devenu riche, il n'a plus de copains. Il ne sait pas jouer au golf, mais il n'y a plus personne pour jouer aux boules. Donc ça doit nous faire réfléchir. Riez pas, c'est du vécu ce que je vous raconte. Hein? Je suis pas riche et je sais pas jouer aux boules non plus. Bon. Alors, les jeunes, le vieillissement c'est une bonne nouvelle aussi, le vieillissement par le haut. On vit jeune de plus en plus vieux, ce qui a un côté très positif. Mesdames, dans la salle, retenez ce que je vais vous dire. Toute femme reste jeune. Ça dépend de l'âge de l'homme qui la regarde. Moi, à 67 ans maintenant, les femmes de 50 ans me paraissent beaucoup plus jeunes que lorsque j'avais 20 ans. Naturellement, je dis ça et c'est sain parce que c'est pas bien quand on a 65 ans de regarder les jeunes filles de 20 ans comme si c'était des objets de désir alors que c'est d'abord des objets de plaisir humain et de relationnel et visuel éventuellement. Enfin, sauf Strauss-Kahn naturellement. Mais moi, je suis pas Strauss-Kahn. Voilà. Non, mais la nature est bien faite, de ce point de vue-là, en général. Alors, les crises sont porteuses d'espoir. Il faut toujours positiver ce qui nous arrive. Et là encore, un exemple de mon grand-père qui me disait à propos des filles, une de perdue, 10 de retrouvée. Bon, c'est ce que j'ai dit à mon fils à son premier chagrin d'amour. Il en a trouvé une autre, mais malheureusement, elle ne me plaît pas tant que ça. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Et puis, il y a pléthore de pétrole cher. J'ai commencé ma carrière au CEA en 1971. Il y avait à $4 le baril, il y avait 30 ans de réserve prouvée mondiale de pétrole.
En 2003, à 47 $ le baril, il y avait 45 ans de réserve prouvée mondiale de pétrole, de consommation mondiale. Et en juin 2008, à 150 $ le baril, il y avait 150 ans de réserve prouvée de consommation de pétrole. Avec un écart type, comme on dit, entre les experts, entre 1 siècle et 4 siècles. Plus c'est cher, plus il y en a. C'est la bonne nouvelle. C'est pas le caviar qui est trop cher, c'est qu'on n'a pas assez d'argent pour s'en offrir. Il y a deux manières de voir le problème. Et puis, la mauvaise nouvelle, évidemment, c'est qu'il faudra complètement changer nos modes d'organisation et de comportement, et que l'habitat dispersé qu'on voit dans les collines, il pose problème. Il y a d'ailleurs dans l'arrière-pays aujourd'hui un problème de pauvreté, des gens qui vivent loin parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent et qui ne peuvent plus revenir en centre-ville et se déplacer pour soigner, etc. Donc il y a des nouveaux pauvres dans les pays du haut, comme on dit. Ça préoccupe les élus. Et puis, il y a une autre bonne nouvelle, mais on n'en veut pas, c'est que les gaz de schiste sont 2 fois moins chers. Mais ça, on va le laisser aux générations futures. Ça, c'est plutôt sympa pour elles. On n'en veut pas. Mais si on va jusqu'au bout de ne pas en vouloir, on sera obligé de fermer toutes les industries chimiques dans la vallée du Rhône, qui seront plus compétitives. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui, naturellement. Alors, et jouer au golf avec des boules de pétanque, ça fait quoi? Mais ça fait des morts, déjà, que les boules de golf. Hein. La boule de golf, c'est dangereux. Hein. Alors, une boule de pétanque, ceci dit, ça va moins vite. Hein. Bon. Alors, les grands marchés de demain dans les pays mûrs, c'est la solitude et le vieillissement. Vous allez voir c'est la sécurité des biens et des personnes. Et quand il y a l'insécurité, il n'y a pas de qualité de vie. Et les gens quittent, j'ai pas le temps de montrer ça, mais quittent certains territoires parce qu'ils ne se sentent pas en situation de sécurité. Et puis l'avenir est au quaternaire. Alors, on parle beaucoup d'économie fonctionnelle ici même. Le quaternaire, c'est ni le secondaire ni le tertiaire, mais c'est vendre un service qui incorpore des biens. Quand Michelin loue les pneus à l'usage aux transporteurs, à ce moment-là, il vend un service et ça change complètement le paradigme du bien, puisqu'il a intérêt à vendre des pneus qui durent le plus longtemps possible, plutôt que des pneus qui s'usent le plus vite possible. Vous voyez bien qu'on change complètement, et que c'est une révolution, ça, dans les usages. Et puis, marché vert et d'éthique. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on a des sociétés modernes qui sont riches en biens et pauvres en liens. Et que moi, je me réjouis d'une certaine manière que la croissance ne redeviendra pas forte. Hein. C'est cheveux gris et croissance molle, comme on dit, pour l'Europe. Il y a longtemps que je l'annonce. Ça va nous forcer à réfléchir sur le contenu qualitatif de la croissance. Mieux vaut boire moins de vin, mais un vin de meilleure qualité. Mais c'est un peu pareil pour le contenu de la croissance. Avec la question de la solitude interactive qui se développe grâce aux technologies de l'information. On est plus proche avec les nouvelles technologies, mais on est plus prochain à qui parler. Faites l'essai, vous avez des gens qui sont sur mobile, ils sont toujours sur répondeur. Si tout le monde est sur répondeur, on ne se parle plus. C'est renvoyer la flexibilité sur les autres. Dans les entreprises, les gens s'envoient des mails d'un bureau à l'autre. Et le gars, il rentre dans votre bureau, t'as reçu mon mail? Vous lui dites ce qu'il faut faire. Vous dites, t'as vu ma réponse? Ah non, qu'il dit. Alors il retourne dans son bureau, au lieu de demander la réponse, évidemment. Et il comprend que la prochaine fois, il faudra faire autrement et qu'il faudra mieux de se parler. Donc là, on a fini par détruire la relation entre les êtres humains et ça rend les gens malheureux. Un ménage sur 3 est une personne seule dans ce pays. À Paris, c'est un ménage sur 2. Heureusement, il y a des cours du CNAM le soir, on peut les faire rencontrer. Les hommes et les femmes, d'ailleurs souvent je rencontre d'anciens élèves, j'étais 32 ans professeur, ils me disent on a suivi votre cours et on s'est mariés. Bon. Ils ne parlent pas de ce qu'ils ont gardé du cours, mais ils ont au moins gardé le fait de ne plus être seul. Voilà. Enfin, ceci dit, quelquefois, ça détruisait des couples existants, mais ça c'est une autre affaire. Bon. En tout cas, Internet, pour moi, c'est une poubelle informationnelle. On trouve de tout dans une poubelle, c'est pas une raison pour passer son temps à chercher dans les poubelles. On a néanmoins besoin d'une poubelle chez soi. Vous voyez, ma position est assez relative sur cette question. Alors, là, c'est ce que j'ai montré. On aura 40 millions de personnes seules en 2030. Enfin, 40% des ménages qui seront des personnes seules en 2030. 11 millions de personnes. Donc ça, c'est un vrai problème. Et puis, on finira par avoir une politique. Les anciens qui n'auront pas eu d'enfants, c'est des orphelins. Hein. Et donc, on nous dira adopter un vieux. Les campagnes du Courbouillon sera adopter un vieux. Voilà. Et puis je l'ai dit, la qualité de vie, c'est fait d'harmonie, de cohésion sociale, de sécurité des biens et des personnes, de l'intensité des initiatives et culturelles et d'inégalité pas trop forte. Je ne veux pas décrire tout cela de façon claire, mais un des territoires de France où on vit le mieux aujourd'hui, c'est la Mayenne.
Parce que quand vous interrogez les Français, vous savez, une majorité des Français ils sont plus pessimistes que les Afghans, les Français. Ils sont tristes, vraiment, ils sont inquiets pour l'avenir, comme les Gaulois. Et en Mayenne, c'est un des territoires les plus pauvres de France. Mais comme tout le monde est à 1,3 autour du SMIC, ils sont plutôt pas malheureux, parce qu'ils se sentent pareil. C'est le deuxième territoire de fécondité en France, après la Seine-Saint-Denis, mais pour d'autres raisons. Et donc ils sont heureux, ils habitent à disperser, des petites villes, des initiatives fortes, voilà. Ça c'est très important. Et on voit d'ailleurs tous ceux qui peuvent fuient le nord vers l'ouest, le sud, un peu le centre, en fonction des revenus évidemment. Et il y en a notamment qui vont dans le Gers, c'est des gens du nord qui vont dans le Gers parce qu'ils découvrent, comme l'autre est venu de Lille, là, Sylvie Saint-Pel, oui. Comme l'autre est venu de Lille, oui, j'ai vu. Et pensant qu'on va gagner 3-4 années d'espérance de vie en descendant. Bon, mais si les tuyaux sont calaminés depuis le départ, c'est fini. Donc faut pas partir trop tard. Elle a bien fait d'ailleurs cette vie. La grande cousine, elle était pas plus grande que toi. Hein, bon, tu l'as rattrapée. Bon. Alors la France, on la présente souvent comme un land agro-touristique. C'est vrai qu'on est bon pour le tourisme, pour le premier visiteur au monde, mais le troisième pour les recettes, c'est-à-dire qu'on ne récupère pas la monnaie, on n'a pas assez de valeur ajoutée dans le service. Et puis pour l'agroalimentaire, malheureusement ça se dégrade. On est le troisième pays pour les exports, mais on est le deuxième. Les Pays-Bas ont un solde agroalimentaire double du nôtre. Peut-être que la qualité n'est pas au rendez-vous, mais en tout cas la valeur récupérée est plus au rendez-vous. Donc il y a une réflexion quand même à avoir sur la productivité. J'insiste pas non plus sur l'innovation, je vais en dire un mot. C'est que l'innovation, je l'ai montré dans un rapport du Conseil d'analyse économique, l'innovation n'est que secondairement technique. Elle n'est qu'à 20% technique et elle a 80% sociale, organisationnelle, financière, commerciale. Donc en matière culinaire, il y aura de l'innovation, mais pas ça. C'est les produits de demain. Mais je me souviens, en 1970, on va imaginer l'an 2000, comme on penserait l'an 3000 aujourd'hui, et on imagine qu'on mangerait avec des pilules, etc. Fondamentalement, ça n'a pas changé beaucoup. L'essentiel de la base. On surestime les changements dans certains domaines, on sous-estime l'énergie. Vous ne voyez rien à ce tableau, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de retenir que la part d'alimentation dans le budget global des ménages a été divisée par 2 en 40 ans. Donc, il y a des choses qui augmentent, notamment les dépenses contraintes liées au logement et aux technologies de l'information. Mais donc l'alimentation a baissé, c'est ça qui malheureusement subit les effets de la crise, mais qui peut changer les modes. Pas nécessairement conduire au fast-food et au grignotage, mais peut-être prendre de nouveaux modes d'organisation. On va peut-être le voir tout à l'heure, mais 70% des Français mangent chez eux le midi, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Parce que quand on voit ce qu'on mange ailleurs, pour ma part en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Alors le mangeur, il y a des tendances que je voudrais donner. Le mangeur n'est plus dans son assiette. Il y a une montée des inégalités alimentaires, notamment pour les plus pauvres, parce que moins vous avez d'argent, plus vous mangez mal. Évidemment. Plus sur la quantité et moins sur la qualité. Et tout le problème de l'obésité, qui est dans les pays comme les États-Unis, les sodas et tout ça. Mais en France, le plaisir n'a jamais disparu et il est appuyé sur des valeurs durables, de simplicité, le mot a été évoqué plusieurs fois, de proximité, de praticité et de prix quand même malgré tout. Ça joue toujours. Alors le mangeur, il est agressé, il n'est plus dans son assiette. Il y a des pressions économiques, des pressions citoyennes et environnementales, c'est pas bien de manger ça. Tu vas détruire la nature, et puis des pressions religieuses, il y a des endroits où on ne mange pas de porc, des pressions culturelles, pressions juridiques, des pressions médiatiques, enfin bref, il y en a partout. L'huile de palme aujourd'hui, ça pose plein de questions comme vous savez. Je ne pense pas qu'on s'alimentera avec des pilules. Le modèle français est fondé sur le plaisir et les pilules, sauf dans certains cas, les pilules bleues, ça n'apporte pas grand-chose. Et puis s'alimenter demain, c'est toujours la famille élargie, fondée sur le travail, le sentiment d'appartenance. Et puis, qu'est-ce que je peux dire encore? Et puis, oui, l'autonomie croissante des choix. Dans les familles, de plus en plus, chacun fait son plat. Chacun des gamins, enfin, je sais pas si vous avez des enfants, mais finalement, quand on demande ce que tu veux, il veut une chose différente, et il finit par s'acheter ce qu'il a envie. Et donc, on mange ensemble, mais des choses différentes. C'est ça un peu à retenir. Je sais pas si du coup ça ira ça, mais il y a aussi le plaisir, naturellement, des joues de bœuf. Ma femme est spécialiste, elle pourra passer sa recette là-dessus, c'est très bien.
Moi, je préfère de beaucoup du joue de bœuf. Et puis parlons maintenant des 3 quarts qui restent. Eh bien, une richesse que d'hommes épanouis, éduqués, porteurs de projets, une société de confiance, ça vous vous êtes retrouvés. En tout cas, on est un pays de grâce, certainement. Et ces 2 livres, l'un que vous avez déjà eu pour certains, et l'autre qui est en bas, c'est La France des bonnes nouvelles. Donc je fais une série de bonnes nouvelles, comme Tintin, quoi. Voilà. Bon. Donc là maintenant, on en sort un ces jours-ci qui va s'appeler c'est Grand Prix des bonnes nouvelles 2014, où il y a de nouvelles histoires. Alors, dans mes bonnes nouvelles, qu'est-ce qu'on a? Bon, des choses magnifiques et extraordinaires. Notamment, je raconte l'histoire d'Occitane, c'est pas si loin d'ici, hein, pays des senteurs et l'aventure d'Occitane. Je raconte aussi l'histoire de quelqu'un qui a réussi dans son coin, avec la médecine préventive et active, la santé préventive et active, parce que c'est en mangeant aussi qu'on se soigne, en prévention, à diviser les arrêts de maladie par 3. Hein, et il montre qu'on pourrait très facilement supprimer les accidents cardiovasculaires ou les réduire fortement en mettant tout simplement moins de sel. On a à peu près 30% de plus de consommation de sel par habitant que dans les autres pays européens, de pratiques des conserveries, etc. Bon, un tas de bonnes nouvelles. Hein. Je voudrais juste évoquer peut-être ici encore l'histoire de Sodebo, quelqu'un qui part d'une petite charcuterie qui est sur une route départementale de campagne et qui aujourd'hui est un industriel, que vous connaissez tous. Et puis, je ne vais pas insister plus parce que j'ai pas le temps. Et donc, l'histoire d'Espelette, je fais un focus sur 2 ou 3 histoires. Espelette, le piment, vous connaissez tous le piment d'Espelette. Bon, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que c'est parti d'une bande de copains qui voulaient arriver au mois d'octobre. Les filles étaient parties, parce qu'ils sont à 20 km de la mer, hein, les touristes, etc. Ils se disent, il faut faire la fête un peu, parce qu'on commence à s'ennuyer quand vous êtes jeune. Et donc ils ont fait la fête du piment, qui était un truc oublié, qui servait simplement de façon artisanale, locale, pour les salaisons. Et donc ils ont découvert ça, ils ont été voir ceux qui avaient fait le jambon de Bayonne, ils ont pris quelques idées, ils ont été parrainés en quelque sorte, et de sorte qu'aujourd'hui on a en 2013 145 tonnes qui sont produites avec 170 producteurs, contre 500 kilos avec 10 producteurs en 1965. Vous voyez le schéma parcouru. Et la valeur ajoutée du piment est extraordinaire, puisque c'est en gros entre 120 et 180 euros le kilo. Donc c'est un petit pot de 40 grammes, c'est 7 euros, je crois. C'est le commerce, toute la dynamique. C'est une petite ville de 2000 habitants au départ, et qui avait 20 commerces, hein, me semble-t-il, tout 34 commerces en 1980, qui en a 55 aujourd'hui. Et qui voit chaque jour de l'été passer 4000 à 5000 personnes. Alors, tout ça s'est passé naturellement par la l'AOC, par tout un travail auprès des grands cuisiniers, la reconnaissance. Bon, c'est un travail sur 30 ans. Et c'est le maire d'Espelette, l'ancien maire d'Espelette, qui s'appelle Andy Dairedou, qui était un peu le chef de patte, j'allais dire, le chef d'équipe de cette bande de copains. Mais c'est une belle aventure, et très franchement, qui a complètement revivifié, redynamisé un territoire. Et c'est formidable. La même histoire qui est d'ailleurs portée par Andy Dairedou, c'est lui qui a répondu au Grand Prix cette année, qui a porté ce projet, et que la renaissance d'une race disparue de Port-Basque, c'est pareil, c'est un fils d'agriculteur qui était devenu boucher local et qui se promène au salon de l'agriculture et qui constate en visitant les stands de l'INRA qu'il y avait eu 6 races, enfin qu'il y a encore 6 races de porcs en France, dont un porc basque dont il n'avait jamais entendu parler, puisque le porc basque avait disparu. Il y en avait 120 000 en 1920. Il avait complètement disparu, puisque, vous comprenez bien pourquoi, un porc qui se reproduit en 15 mois, comme le porc basque, trop rustique, le noir avec les oreilles qui pendent, hein, et la robe pille. Bon, eh bien, celui-là, il est déclassé complètement par le porc blanc qui met 8 mois pour se reproduire. Et donc, il a néanmoins essayé le porc basque, c'est un peu comme les porcs espagnols qui se promènent dans les champs truffiers, tout ça, dans les chêneraies, tout ça. Bon, il a reconstitué le biotope et ils sont en train de réclamer aujourd'hui. Il a fait 4 années, ils sont en train de réclamer l'AOC, donc c'est tout un travail, ça met des années évidemment, hein, de reconnaissance. Et pendant 4 ans, ils sont allés au salon de l'agriculture. Ensuite, dans le début des années 90, pour faire goûter gratuitement. C'est l'économie du don, je vais y revenir dans un instant. Faire goûter, faire découvrir, ça n'a rien à voir avec ce qu'on mange, évidemment, d'un porc blanc.
Bon, et donc là, il y a une réussite extraordinaire. Il y a toute une gamme de produits. On appelle ça aussi le port Quintoa, parce que c'est la vallée du Quin. Et là, vous pourrez demander à Arnaud Daguin, parce qu'il en sait beaucoup plus que moi dessus, mais c'est assez formidable comme expérience. Et aujourd'hui, 70 producteurs avec 5000 ports élevés. On est loin des 120 000 de 1920. Et puis je reviens sur le dernier exemple, qui est assez incroyable aussi, celui d'Elsa Panechou, qui est à l'île de la Réunion, dans une île qui tourne le dos à la mer, en fait, où les gens mangent pas de poisson, où ils se font manger par les requins, mais ils mangent pas de poisson. Bon. Parce qu'il n'y a jamais eu, et puis ça n'a jamais marché, mais c'est un effondrement. Donc cette jeune fille, comme toujours dans les belles histoires qui remontent, elle a eu des ennuis de santé, elle a raté ses études, elle n'a pas pu faire ni l'école hôtelière qu'elle voulait faire, ni l'école de commercial, elle faisait une prépa HEC pour des raisons de santé. Mais elle a transformé ses échecs en force, puisqu'elle a eu le goût de la cuisine, etc. Et elle a finalement s'est interrogée, elle a analysé les choses, elle avait la capacité, de par ses études, à comprendre les problèmes un peu complexes. Et donc, elle s'est développée Océane Production, après moult difficultés, mais son père qui était dans le bâtiment l'a aidé, a vendu son affaire. Donc c'est dans un entrepreneuriat privé, parce que les banques n'ont pas appuyé, ils avaient été échaudés par les échecs dans la pêche profonde en haute mer. Et aujourd'hui, eh bien, elle développe des sushis de poisson, des merguez de poisson. Moi, j'ai pas goûté, je suis curieux de voir ce que ça peut être. En tout cas, à partir d'un produit qui était souvent jeté comme le thon blanc, eh bien, on a reconstitué en mettant du piment, ou un son d'épices créole, eh bien, on a redonné, et puis dans les écoles, etc., redonné goût au poisson à toute la population, avec l'appui de la grande distribution. Enfin, c'est toute une stratégie et qui change complètement les choses. Donc, il n'y a pas de fatalité, mais l'avenir est à construire. Et puis, je vais terminer par 5 minutes, bien sûr. Mais ça, je savais, on m'a dit 10 minutes, il y a 5 minutes, donc forcément, il ne reste plus que 5 minutes. C'est presque stressant, vos messages. Hein? Alors, j'avais un truc avant, c'est bon. Un des problèmes qu'on a, c'est pas les idées qui manquent dans ce pays. C'est comment passer à l'acte. Et pour passer de l'anticipation à l'action, pour passer du bleu au vert, il faut le jaune de l'appropriation. C'est fondamental. Et une bonne idée qu'on veut imposer, c'est une mauvaise idée. Donc il y a vraiment un problème de méthode qui implique du lien. S'il n'y a pas appropriation, il y a rejet. Et d'ailleurs, un moyen de faciliter l'appropriation, c'est de faire une bonne bouffe, comme on dit. Moi, quand je faisais des séminaires de coaching stratégique pour les entreprises, je faisais souvent ça à l'auberge de la bonne idée. L'auberge de la bonne idée. Parce que quand les gens, il faut prendre un truc pas un truc où on est bien où on dort bien, ça c'est pas important puisqu'on n'a pas beaucoup de temps pour dormir. Mais un truc où on mange bien, on boit bien. Donc on continue la soirée avec un pouce-café, comme on dit, et ça crée du lien. Et on travaille. En tout cas, ce que j'avais découvert sur le terrain. Et ça veut dire aussi que pour faciliter l'appropriation, faut s'entourer de valeurs différentes. Et donc, pour motiver les hommes, il faut des gens qui voient clair, les hommes ou les femmes, des valeurs froides, mais il faut susciter l'adhésion et l'enthousiasme, il faut aussi des valeurs chaudes. Il faut un mélange des deux. Si on n'a pas ça, il n'y a pas l'appropriation. Mais ça peut être très dangereux d'avoir que des valeurs chaudes. On peut conduire tout droit à la catastrophe avec enthousiasme. Donc c'est très important d'avoir des gens contraires, pas s'entourer de gens qui nous ressemblent. Dans un couple d'ailleurs, il n'y a jamais de fourmis ensemble ou jamais deux cigales. Il y a souvent une cigale et une fourmi. Cherchez la cigale, c'est celle qui n'est pas là. Bon. Alors je voudrais dire un mot pour terminer du cercle des entrepreneurs du futur. C'est quoi ce truc-là? J'ai découvert ça par hasard, que ça s'appelait l'évergétisme. Dans l'Antiquité, Paul Venn le décrit très bien, les riches se ruinaient pour l'intérêt général. C'est comme ça qu'on a des aqueducs et des théâtres romains. Et on a besoin d'économie du don. Parce que si on n'a pas de gratuité, il nous manque quelque chose. Et l'altruisme est d'ailleurs quelque chose de suspect dans le monde actuel. Car quand on fait quelque chose par altruisme, on se dit pourquoi il fait ça, qu'est-ce que ça cache? Et l'économie du don, c'est une forme d'hygiène mentale. Il faudrait donc développer la contagion du don chez les riches, à condition qu'on les fasse revenir puisqu'on les a fait partir. Et ça, c'est une vraie question. Et donc, moi, pour ma part, j'ai créé ce cercle d'entrepreneurs du futur que vous avez ici. Voilà, toutes ces entreprises et organismes.
qui me donnaient un peu d'argent et ils m'ont mis sur mon site internet La Prospective. On a mis en ligne tous les logiciels, les méthodes de prospective, les stratégies de scénario, de probabilisation, gratuitement en 3 langues. Il y a 70 000 téléchargements dans le monde entier. On a traduit gratuitement le livre sur la prospective stratégique en 7 langues, l'arabe et le chinois. Donc il n'y a pas que le Coran en arabe maintenant. Il y a aussi mon bouquin, donc on peut apprendre le Coran avec le livre sur la prospective. L'avenir n'est pas écrit, il reste à construire, donc c'est intéressant comme message. Et puis, on organise ce Grand Prix des bonnes nouvelles et territoires tous les ans dont je viens de parler, avec tous les acteurs, Réseau Entreprendre, l'ADI, etc., tous les acteurs qui sont autour du développement, de l'initiative, de la solidarité, etc. Et c'est là-dessus que je vais terminer, et je vous remercie. Je suis même sûr d'avoir...